Ainsi, on a un rapport à l'environnement qui est considérablement modifié. Celui-ci est vu désormais comme nécessaire au développement de l'homme. On a véritablement une modification des paysages avec la grande information, c'est que la forêt recule. On le voit notamment avec le paysage de l'ancienne mine néolithique, hein. Ce que vous voyez là au premier plan, ben, c'est tout simplement des trous en fait, hein, bon, qui ont été comblés par le temps, hein, mais à la base des trous d'une mine de silex, hein, pour fabriquer les pierres, hein, dont on avait besoin pour les outils. Et puis plus loin, hein, effectivement, vous voyez des parcelles qui sont défrichées, une forêt qui a été découpée. D'ailleurs, vous aurez remarqué que au niveau des arbres que vous avez, si vous connaissez un petit peu la végétalisation, hein, là on n'est pas du tout sur une forêt de chêne, donc c'est pas du tout une forêt qui date du néolithique, hein. D'ailleurs, depuis le néolithique, la couverture forestière, notamment en France, a considérablement augmenté. On a plus de forêts aujourd'hui qu'à l'époque néolithique, hein. Ce qui me permet de dire que, bah, pour beaucoup d'historiens, la notion de milieu naturel, à partir du néolithique, elle n'existe plus en fait. Il n'y a plus de milieu naturel. Le milieu naturel, c'était la forêt de chêne en fait. Bah, à partir du néolithique, elle n'existe plus. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'on parle ici d'artificialisation. Au besoin, pour les définitions, je vous renvoie à la notion d'artificialisation sur le site de Géoconfluence et Claire. Personnellement, je préfère l'article artificialisation sur le site d'Hypergéo, qui pour moi est beaucoup plus complet. Alors au niveau de l'occupation du sol pour la révolution industrielle, qu'est-ce que l'on peut retenir? La grande idée, c'est la croissance urbaine. La croissance urbaine, vous le voyez ici, hein, une croissance urbaine qui est différenciée en fonction des pays. Elle est très précoce au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est un pays urbanisé, hein, c'est-à-dire que la population urbaine est supérieure à 50%, extrêmement tôt dans son histoire. En 1850, vous remarquez que la France, c'est un pays qui s'urbanise extrêmement tardivement, hein. Le taux d'urbanisation passe les 50% en 1931. Donc c'est très très tard, c'est le pays qui s'est urbanisé, un des pays qui s'est urbanisé le plus tardivement en Europe, pour tout un tas de raisons, hein, notamment la plus celle qui a une importance majeure, c'est que les gouvernements successifs et le système républicain s'est basé en fait sur les petits propriétaires terriens qui étaient considérablement valorisés. Et donc ça a permis de maintenir une paysannerie pendant très très longtemps, contrairement à l'Allemagne et au Royaume-Uni. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est véritablement le grand changement, hein, c'est l'urbanisation, avec, on le voit à travers la ville du Creusot en 1847, pardon, des villes industrielles qui se développent au courant du, du 19e siècle. Les plus connus, c'est Manchester en Angleterre. En France, bah, c'est Mulhouse, la ville aux 100 cheminées, hein, ou effectivement la ville du Creusot en 1847. Alors vous voyez au premier plan l'usine, hein. Vous voyez d'ailleurs qu'elle est organisée presque comme un château, hein, avec une place centrale. En haut à droite, vous avez le château de la famille Schneider, hein, qui gère ces usines, avec à côté l'église, parce qu'il faut bien que ces ouvriers aillent à l'église le dimanche, parce qu'il y a aussi une dimension, comment dire, éducatrice, éducatrice missionnaire euh, de l'Église. Et en haut à droite, la cité industrielle, la cité ouvrière, là où vivent les ouvriers, à savoir ici que tout ça est aménagé par les patrons, hein, la famille Schneider, dans une logique un petit peu paternaliste. Hein, donc, véritablement, l'industrialisation et l'urbanisation sont les deux phénomènes concomitants, et la transformation de l'espace, c'est effectivement cette, ce grignotage des villes sur les espaces environnants, hein. À savoir que peu à peu, les usines vont s'installer en périphérie des villes, là où il y a de la place, hein, forcément. Parfois parce que ils sont obligés par une législation qui peut prendre en compte des dimensions environnementales. Mais pas tout de suite, sauf en France.
Toujours dans cette logique de croissance urbaine et de naissance des villes industrielles, ben, justement, les problèmes environnementaux, il faut bien comprendre que le 19e siècle, c'est un siècle où on va commencer à parler de la pollution. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au cours du 19e siècle, il y a une évolution par rapport à l'idée de pollution. Au début du 19e siècle, vous le voyez à travers la gravure que vous avez ici, hein, les fonderies de cuivre à Swansea, hein, vous voyez une ville avec des cheminées, des fumées noires qui se diffusent. Hein. On parle de pays noirs par exemple au Royaume-Uni. Et si vous lisez l'extrait de William Cook Taylor, ben, dans ce texte, il dit que il y a des fumées qui s'échappent des hautes cheminées, c'est bien parce que ça montre que l'économie se développe, qu'il y a des usines et donc que les ouvriers ont du travail et tout ça. Et s'il n'y avait pas une, une cheminée où il y a moins de fumée ou une fumée qui s'arrête, c'est une entreprise qui se casse la figure et donc euh, des ouvriers qui ont moins de travail. Donc au début, ces cheminées, cette fumée, elle est vue comme symbolique d'un progrès technique, d'un progrès économique, d'une croissance économique. Donc c'est très très bien vu. Et peu à peu, au cours du 19e siècle, cette idée va changer. Ces fumées, elles vont être interprétées véritablement comme de la pollution. Vous avez ici la caricature The Silent Highwayman du magazine Punch, qui fait référence à la grande puanteur à Londres en 1858, hein, cette Tamise où vous avez plein de produits, des différentes usines qui sont déversés avec véritablement des animaux, des poissons qui sont morts. Euh, euh, la lettre de cet industriel alsacien, Charles Metzdorf, qui dit que Morschwiller, hein, en Alsace, ou à Thann, euh, ben, euh, les villes sont polluées par l'industrie chimique. Et vous avez notamment à Londres une expression qui se développe, c'est ce qu'on appelle le smog, S-M-O-G, qui est un néologisme avec le terme de smoke, euh, fumée, et fog, brouillard. Hein. La ville de Londres au 19e est connue pour avoir toujours un espèce de brouillard qui est lié tout simplement à l'importante quantité des usines dans la ville. Hein, donc véritablement au cours du 19e siècle, on commence à prendre conscience des pollutions liées à l'industrie. Vous avez la première loi euh, environnementale que l'on considère comme la loi environnementale dans le monde, c'est la loi Chaptal, du nom du ministre de l'Intérieur de l'époque, en France, hein, sous Napoléon Ier. Alors on dit toujours que c'est la loi, et elle est présentée comme ça dans les manuels, c'est la première loi anti-pollution. Faut vraiment, 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 vraiment nuancer le propos. Il y a très très peu de contrôle, les obligations sont extrêmement minces, et au final, il faut savoir aussi que Chaptal, c'est un industriel hein, qui a développé l'industrie chimique, et il met quand même en place une loi qui favorise véritablement l'implantation des usines. Hein. Pour qu'une usine soit interdite, il faut vraiment remplir des conditions qui sont quasiment impossibles à établir. Hein. Donc cette loi est extrêmement restrictive, attention. Hein. Toujours au niveau des changements, les changements humains et sociaux, avec toujours la révolution néolithique. Hein. La révolution néolithique a entraîné d'importantes modifications humaines. Alors la sédentarisation fait déjà, vous le lirez au niveau du texte, hein, la sédentarisation et les nouvelles alimentations liées à l'agriculture font que le régime alimentaire change, que les corps humains grossissent, grandissent, parce que la nourriture est un petit peu meilleure. On voit aussi l'augmentation des caries, parce que la nourriture est plus riche en sucre, notamment issu de la transformation des céréales. On le voit à travers un courant qui s'appelle l'histoire anthropométrique, hein, qui étudie les sépultures et des historiens sont capables de redéterminer le régime alimentaire. Parfois, dans des sépultures qui ont été prises par les glaces, on a très souvent d'ailleurs, hein, des résidus de nourriture. Donc, on peut voir en fait ce que les hommes mangeaient à l'époque.
L'autre grand changement au niveau, des sociétés, néolithiques, ben, c'est, ce qu'on appelle les rapports de domination. Ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que, je l'ai dit avant, l'espace devient approprié. Approprié par des groupes humains. Groupes humains qui cherchent à se défendre d'autres groupes humains. Donc ces groupes humains vont se rassembler entre eux, et la force du nombre étant la seule protection par rapport à d'autres groupes humains, ben, ils se structurent autour d'élites, euh, d'autorités. Et peu à peu, on va arriver et on va apparaître les premiers pouvoirs politiques qui sont sur une très courte, sur une très courte distance, hein. Et effectivement, la révolution néolithique, c'est aussi une révolution sociale dans le sens où elle crée les premières sociétés inégalitaires. On le voit notamment à travers les sépultures. Vous avez ici une sépulture, hein, de la nécropole de Varna. Et ici, ce que vous avez en fait, hein, c'est vraisemblablement un chef de communauté humaine, quelle qu'elle soit. On le voit avec des attributs en or, par exemple, un espèce de sceptre. Donc, on a en fait, c'est au néolithique que l'on a la constitution des premiers groupes humains reposant sur une autorité, donc les premières formes de domination et d'organisation politique. La révolution industrielle n'est pas en reste à ce niveau-là. C'est quand même une époque où les inégalités sont extrêmement importantes, où elles s'accroissent. Euh, Avec le phénomène d'industrialisation, ben, on a besoin de nouveaux capitaux et on voit se constituer véritablement la bourgeoisie industrielle, avec des grandes dynasties qui concentrent les moyens de production, qui concentrent les capitaux, qui sont appuyés par les banques. Je pense au Schneider, par exemple, au Creusot, dont j'ai déjà parlé. Vous avez ici les membres de la famille Schneider, hein, qui se sont transmis ce patrimoine industriel de génération en génération, qui ont aussi occupé des postes politiques et qui ont pu prospérer à ce niveau-là en obtenant des lois qui leur étaient favorables, notamment avec des lois très très libérales. D'autres dynasties, ben, l'Alsace, c'est quand même une terre d'industrialisation majeure, hein, à l'époque, hein. Vous avez la dynastie des Dollfus et Mig, qui a créé DMC dans l'industrie textile, que vous connaissez peut-être. Et véritablement, ben, on a une deuxième catégorie sociale qui est celle des ouvriers qui vivent vraiment dans la misère, hein. Vous voyez ici une gravure avec des bourgeois qui amènent des habits à une famille ouvrière extrêmement pauvre, hein, avec des budgets alimentaires qui sont très très faibles, des enfants que l'on est obligé de faire travailler pour amener un petit peu de subsistance au niveau du foyer. Ces inégalités, vous en avez un exemple très parlant. Il y a un ouvrage, hein, que vous devez connaître, hein, c'est Germinal d'Émile Zola, où véritablement, hein, Émile Zola montre vraiment cette différence entre la famille Maheu, qui est la famille ouvrière, hein, et la famille des bourgeois qui possèdent les moyens de production et qui vit dans l'opulence, le manoir familial, le château, hein. Il y a quelques scènes dans le livre qui sont extrêmement parlantes.